Bonsoir à tous. Ici Christian de Boissieu, économiste et vice-président du Cercle des économistes. J'ai la redoutable tâche d'animer cette session, qui est une des dernières de la journée, donc, sur un thème de grande actualité, préserver l'Afrique d'une crise de la dette. Il n'y a pas de point d'interrogation, donc ça veut dire que nous estimons, en ayant choisi ce thème, qu'il y a un sujet, qui concerne la dette africaine, et j'ai autour de moi trois éminents panélistes qui vont nous aider à y voir plus clair. Alors, quelques mots sur chacun d'entre eux. Au Cap, et merci d'être avec nous en visio, le professeur Carlos Lopez, qui a eu des postes importants à l'ONU, qui est également académique et qui aujourd'hui est le haut représentant de la Commission de l'Union africaine pour le partenariat de cette commission avec l'Europe. Ensuite, son Excellence l'ambassadeur Okamura, qui a eu des postes très importants dans son pays, le Japon, où il est grand spécialiste de l'Afrique. Il a été ambassadeur en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il est ambassadeur du Japon auprès de l'OCDE. Last but not least, le docteur Mario Pezzini, qui a été académique d'abord, hein, nul n'est parfait, je dis ça en tant que professeur, et qui le reste pour ma part, puis vous êtes rentré, Mario, à l'OCDE en 95, et vous n'avez pas quitté l'OCDE, vous êtes le patron aujourd'hui du centre de développement de l'OCDE, qui joue un rôle très important pour le dialogue auprès de l'OCDE entre, j'allais dire, les pays du Nord, les pays du Sud, les pays développés, les pays émergents, les pays en développement, qui n'émergent pas. Voilà nos trois panélistes auxquels je donnerai la parole dans quelques instants. Mon rôle, c'est pas uniquement de remplacer le journaliste qui n'a pas pu être avec nous ce soir, c'est également de dire quelques mots sur le thème. Le thème de la dette en Afrique et comment éviter au fond un choc, une rupture. Vous avez déjà été plusieurs à poser vos questions, on y viendra tout à l'heure une fois que nos trois amis auront fait leur présentation. Je dirais, première remarque, pour 2020, l'Afrique subsaharienne, comme le reste du monde, j'allais dire, va être en récession. Je prends les dernières prévisions du FMI, publiées il y a quelques jours. Le FMI prévoit pour 2020, pour l'Afrique subsaharienne, une croissance moyenne de moins 3,2 et une petite reprise l'année prochaine, en 2021, à plus 3,4. Alors, ces chiffres, c'est moins grave que ce qu'on va avoir en Europe. Hein. Quand on regarde, nous, en Europe, on va être à moins 8, moins 9, moins 10, peut-être un peu même en dessous. Mais pour l'Afrique, c'est quand même pas une bonne nouvelle. L'Afrique est dans la crise et la crise est en Afrique. Hein. Et là, il n'y a pas d'île qui permette de protéger l'Afrique compte tenu de ses liens avec le reste du monde. Dans ce contexte, il y a eu depuis quelques mois une baisse de la plupart des matières premières, et c'est là où on commence à trouver le problème de la dette, parce que la chute des prix des matières premières pose évidemment un problème direct aux pays africains producteurs de ces matières premières, et le sentiment que j'ai, c'est que ce que perdent les pays producteurs avec la chute des matières premières n'est pas gagné en fait par les importateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu à somme nulle entre les gagnants et les perdants ici, et la baisse des matières premières est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'Afrique subsaharienne et pour la question des financements de ces pays. On retrouve déjà le problème de la dette. Autre remarque, quand on regarde l'évolution de la dette de l'Afrique, premier constat, elle a quand même beaucoup augmenté, à la fois en valeur absolue et en pourcentage du PIB des pays concernés. Je parle de l'Afrique subsaharienne, puisqu'aujourd'hui, la dette des pays d'Afrique subsaharienne, c'est un peu plus de 50% de leur PIB. Il y a 10 ans, c'était encore 30 et quelques pourcents. Donc, il y a un montant très important. Il y a un changement de créancier avec la montée de la Chine, évidemment, qui aujourd'hui porte à peu près le tiers de la dette de l'Afrique subsaharienne. Cette dette fait 360 milliards de dollars d'après les derniers chiffres, et vous avez le tiers, à peu près 120 milliards aujourd'hui, qui sont portés par la Chine qui aussi souffre de la crise. Mais il est clair que ce contexte change forcément les relations entre la Chine et l'Afrique. Troisième remarque sur la dette,
montée de la dette privée. Et ça, c'est relativement important quand on regarde l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, la dette africaine était surtout une dette à l'égard des États souverains. C'est devenu une dette à l'égard pour 40% à l'égard d'agents privés, des fonds d'investissement et d'autres opérateurs privés. Alors en soi, c'est pas nécessairement grave, mais ça se traduit par une montée du taux d'intérêt sur la dette. Et le sentiment qu'on a, il faudra qu'on discute autour de cette table, c'est que les marchés financiers, les analystes financiers, visiblement, font pas de cadeaux à l'Afrique et exigent des taux d'intérêt qui sont sans doute objectivement trop élevés. Dernière remarque, et après je me tais, je passe la parole à nos amis. Je pense que aborder le problème de la dette de l'Afrique, c'est aussi aborder le problème du financement général des économies africaines. Et il va nous falloir situer le problème de l'endettement à la fois public et externe, la frontière entre les deux étant relativement floue à propos des pays africains. Et il va falloir aborder ce problème de la dette des pays africains dans le contexte du financement général de ces économies. Alors, le G20, au mois de mars, en plein corona, a accordé une sorte de moratoire de 12 mois à 40 pays africains en disant pendant 12 mois, vous ne remboursez pas, on met ça plus tard. Il y a même des propositions qui vont dans le sens de l'annulation à nouveau d'une partie de la dette africaine. Ce que je dis quand je parle de financement, c'est que la dette est un moyen de financement parmi d'autres. Et je pense qu'il faudra qu'on revienne ensemble sur le bouclage financier de ces pays d'Afrique subsaharienne, le rôle de l'épargne domestique, formelle ou informelle, le rôle d'autres modes de financement, marchés financiers, etc. Je me tais, je passe la parole au panéliste qui est le plus lointain, mais qui est avec nous, et merci encore, cher Carlos. Carlos, je vous donne la parole pour 7-8 minutes, si vous voulez bien. Merci d'être avec nous. Merci bien pour cette introduction. Je voulais tout d'abord mentionner le fait que si nous parlons actuellement de la dette africaine, ce n'est pas à cause du Covid, même si le Covid va certainement bouleverser pas mal de données et va aggraver la vulnérabilité des économies africaines. Mais le problème de la dette est associé à beaucoup de narratifs, d'images, de discours et même de mythes qu'il importe de clarifier. Tout d'abord, la question de savoir si effectivement les pays africains ont un ratio de dette par rapport au PIB, vous avez dit 50% pour le moment, qui est vraiment spectaculairement négatif. Et bien sûr, il l'est dans la mesure où il y a des problèmes de service de la dette. Donc, dans les canevas utilisés par les différentes institutions, notamment les FMI, sur la capacité des pays à pouvoir leur dette, bien sûr, ils tiennent en compte non seulement ce ratio, mais aussi quelle part des ressources publiques est consacrée au service de la dette. Et là, les pays africains, effectivement, sont dans le besoin parce que leur taux de pression fiscale est très bas, parmi les plus bas du monde. Et bien sûr, ça bouffe pas mal de ressources qui pourraient être utilisées pour d'autres obligations de l'État. Mais ceci dit, cette pression fiscale augmente chaque année. Donc, il y a une progression considérable depuis l'année 2000. Mais malgré cela, les économies africaines souffrent d'une difficulté qui est majeure et que personne ne veut reconnaître. C'est le fait que les taux concessionnels pratiqués par les institutions financières internationales sont disponibles pour une partie très petite des capitaux nécessaires pour ces économies qui n'ont pas tellement d'accès au marché des capitaux. Donc, en moyenne, les pays riches ont un accès au marché des capitaux autour de 30-40%. En Afrique, c'est moins de 5%. Mais nous avons aussi le problème que, effectivement, du point de vue constitutionnel, ne fait pas la même trajectoire que la croissance de la taille des économies. Donc, le PIB combiné de l'Afrique a plus que doublé depuis l'année 2000 et la disponibilité en ressources professionnelles a augmenté quelque peu de 15%. Donc, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Donc, les pays sont obligés d'aller chercher là où c'est possible de se financer. Et il y a deux portes qui sont ouvertes. La porte que vous avez mentionnée des prêts commerciaux,
où ils sont fortement pénalisés pour des raisons qui ne sont pas justifiées, parce que nous avons un retour sur l'investissement qui est le meilleur du monde et parce que, disons, il y a une exagération du risque. Et on le voit par exemple à ce moment avec le Covid ou avec des facteurs exogènes, toute l'urgence de en train de pénaliser l'Afrique et pas à la même hauteur que les autres régions du monde, ou bien aller chercher des prêts bilatéraux. Et là, vraiment, c'est la Chine qui est la plus disponible et celle qui offre les meilleures conditions de prêts bilatéraux. Donc, nous nous trouvons à la fin avec une situation, et ça, c'est pré-Covid, où les pays ont accès à des dettes souveraines à un taux très, on pourrait dire même concessionnel, puisqu'ils sont quelquefois négatifs dans certains pays autour de 0%. Et c'est les pays pauvres d'Afrique qui payent des taux très élevés pour cette dette souveraine, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de fonds concessionnels. Donc c'est vraiment un paradoxe que le Covid ne fait qu'accentuer. Avec le Covid, nous sommes en train de vivre des situations exceptionnelles et ce qu'on pouvait attendre, c'était un certain nombre de mesures pour pouvoir compenser les difficultés africaines. Et tout ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, on aura peut-être l'occasion de débattre pendant cette heure, est très, très minime par rapport aux besoins du continent. Nous sommes par exemple en train de parler de suspension du service de la dette comme le propose le G20, mais quand on les contributions dans ce sens, ça représente à peu près 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, c'est moins de ce que l'Union européenne va aider le Portugal, un pays de 10 millions d'habitants. Donc, juste pour qu'on puisse avoir un élément de comparaison. Donc, ce sont des efforts minimes et on s'obstine à traiter la dette publique africaine comme si c'était un phénomène quelque part lié à la gestion africaine. Et ce n'est pas du tout le cas. Le problème de la dette publique, c'est un problème mondial. C'est un problème beaucoup plus grave dans les pays les plus dotés, mais ils peuvent se permettre des politiques monétaires que les Africains n'ont pas accès. Et donc, cessons de traiter les Africains comme si c'était vraiment des mauvais gestionnaires et qu'on les traite dans un cadre qui est beaucoup plus systémique, où nous avons vraiment l'opportunité, par exemple, de débattre sur les conditions du FMI qui doivent changer. Et là, il y a des opportunités qui doivent être mises sur la table. Parfait. Cher Carlos, vous reprendrez la parole tout à l'heure dans le débat et vous avez parfaitement tenu le temps. Je me tourne vers l'ambassadeur Okamura. Merci d'être avec nous à nouveau. Je vous donne la parole pour 7-8 minutes, si vous voulez bien. Merci. Honoré d'être ici. Vous demandez pourquoi un diplomate japonais ici, quand on parle avec de l'Afrique. En plus, en ce qui concerne la question de dette, voilà, la dette, endettement, ce n'est pas soi-même mauvaise chose. Hein. C'est la source d'investissement. Et c'est pour investissement pour le futur et financement pour les choses nécessaires. Mais pourquoi l'Afrique? Chaque fois, non seulement cette fois-ci avec la crise de Covid, mais chaque fois que crise économique vient, alors on parle de la question de endettement de l'Afrique. Pourquoi? Et c'est vraiment, je pourrais avoir une question. Monsieur Carlos Lopez a parlé de vulnérabilité de l'économie ou système économique, ou système qui amène l'Afrique en endettement. Mais je crois qu'il y a un certain aspect culturel, social. Voilà, donc le Japon s'est uni avec l'Afrique dans le cadre de TICAD. TICAD, c'est Tokyo, Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et depuis des années 90, le Japon a renoué
relation de partenariat à travers cette conférence. Pourquoi cette conférence a commencé? C'est vraiment la question de l'Asie. De l'Asie, comme toute l'Afrique était pauvre au emploi, au conflit, et à des régimes antidémocratiques à l'époque. Mais dans les années 90, l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Ouest, a connu un développement économique et une industrialisation qui ont enrichi ces pays. Alors, considérant le rôle joué en arrière-plan par le Japon dans cette croissance, l'Afrique a fait appel au Japon pour qu'il étende sa politique de coopération à ce continent. Voilà, donc, depuis un quart de siècle, le Japon a travaillé avec l'Afrique. Et nous avons trouvé qu'il y a l'Afrique présente un aspect particulier, problème particulier. Et voilà, un mot, l'Afrique est très proche de l'Europe, géographiquement et historiquement. Donc, l'Afrique a donc tendance à en être trop dépendante. Donc, on est conçu que, il est conçu que l'Europe leur donne, l'Europe leur enseigne. Mais en Asie, les choses sont passées différemment. Pourquoi? Peut-être certains ont-ils pensé que photocopier le modèle européen suffirait à pouvoir l'adapter tel quel. Or, appliquer un modèle européen très développé représente de nombreuses difficultés. Ce n'est pas une solution adaptée à la réalité de l'Afrique. L'Afrique possède une culture unique, un système social remarquable. Pourquoi ne pas les utiliser? Et par contre, l'Asie est très éloignée de l'Europe. L'Asie a su exploiter la culture et les institutions de ces pays afin de poursuivre sa modernisation. Voilà, il y a des cadres, classe dirigeante africaine. Voilà, là, il y a une question de l'état d'esprit. Le cœur d'une partie de cette élite est en Europe. Voilà, elle envoie ses enfants faire leurs études à Oxford ou à la Sorbonne. Mais pourquoi ne vise-t-elle pas plutôt l'excellence dans ses propres universités? Quand il tombe malade, il s'envole sur une compagnie européenne vers un hôpital européen afin de se faire soigner. Pourquoi ne vise-t-elle pas plutôt l'excellence dans ses propres hôpitaux? Voilà, éprouver une ferveur pour son pays est vital. Donc, ou pour son continent. Nous sommes face ici au problème de conscience du pays. Malheureusement, les frontières de nombreux pays africains sont artificielles. De plus, construire une identité nationale parmi les populations n'est pas chose facile. Face à des sociétés aux traditions séculaires, l'État moderne est un concept relativement récent. Il est donc nécessaire de renforcer le sentiment de confiance en la nation, l'ordre public, le système juridique, l'administration repose sur des systèmes fragiles, actuellement, qui, malgré leur implantation, ne fonctionnent pas correctement. L'épidémie de Covid-19 a mis en avant les faiblesses de systèmes nationaux, principalement dans le domaine de la santé publique. Quand j'étais au Japon en 2018, j'ai rassemblé de hauts dirigeants africains, 5 anciens présidents, président Chissano de Mozambique, président Mukapa de Tanzanie, président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, président Obasanjo de Nigeria et président Soglo de la Bénin. Voilà, pour envisager de quelle façon apporter prospérité et stabilité en Afrique.
Alors, il y a une très bonne discussion et tous ont partagé mes observations. Sur ce, à la TICAD 7, qui s'est tenue en août 2019, Premier ministre Abe a proposé une nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique. A new approach for peace and stability in Africa. OK, donc sigle, c'est la même. NAPSA. Celle-ci repose sur deux principes. Tout d'abord, l'esprit d'appropriation. C'est à l'Afrique de prendre le volant, donc driver's seat, de conduire elle-même ses territoires vers leur avenir. Ensuite, il faut s'attaquer aux facteurs qui empêchent la paix et la stabilité. Pour ça, consolidation des institutions, le renforcement de gouvernance. Donc, les institutions et gouvernements sont très faibles parfois. Donc, il faut renforcer. Si l'on solidifiait les nouvelles institutions, leur bon fonctionnement contribuera à la sécurité et au bien-être des populations. La confiance dans la nation pourra ainsi être rétablie. À ce titre, il est capital d'exploiter la force enracinée dans les populations des sociétés locales, villages, tribus structurelles, groupements religieux. Ces civilisations, considérées comme arriérées, malheureusement, par les autres, avaient été exclues par la pensée européenne des Lumières. C'était une erreur. L'Afrique possède ses propres valeurs, sa propre éthique, sa propre justice. Les respecter, c'est pouvoir construire un système de gouvernance adapté aux populations. De plus, la démocratie peut aussi avoir un style africain. Les sociétés traditionnelles africaines sont extrêmement démocratiques. Dans le moindre village, il y a la notion de consensus est fondamentale. Les discussions peuvent durer plusieurs jours avant de l'obtenir sur ce qu'on appelle l'arbre palable. Cette façon de procéder n'est pas forcément compatible avec un système reposant sur l'élection d'un président tout-puissant élu tous les quelques années. On pourrait même dire que ceci est la source de l'instabilité politique, parfois malheureusement, en Afrique. Mais par exemple, au Japon, ce n'est pas présidentiel, c'est parlementaire. Mais je crois que le système parlementaire est beaucoup plus adapté à la réalité africaine. Voilà. Bon, donc je ne dis pas plus au-delà. Cependant, même dans ce système présidentiel, il est possible d'installer le dialogue avec les différentes organisations sociales ou les forces d'opposition. Donc, en bref, l'unité nationale est la clé. Si le peuple est uni, beaucoup de problèmes pourraient être surmontés en Afrique. Je m'arrête ici et je reviendrai à la question. Merci beaucoup. On embraye directement sur Mario Pellegrini. Cher Mario, également merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Beaucoup de choses ont été déjà dites et permettez-moi donc de résumer mes points en deux. Le premier point à faire avec effectivement la situation qu'a évoquée Carlos Lopez, qui existait avant la crise du Covid. Une situation dans laquelle, en Afrique, beaucoup de pays avaient eu des résultats remarquables. Entre 2000 et 2018, le taux de croissance moyenne en Afrique, chaque année, était environ de 4,8. Seulement l'Asie a fait mieux. L'Amérique latine, pour donner une comparaison, était à 2,6. Donc cela, ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit qu'il y avait des phénomènes significatifs tels que le fait que 69% de cette croissance était due à la demande intérieure et donc que l'Afrique a une capacité en partie endogène de croissance. Une autre chose, qu'il y avait beaucoup d'entreprises, et on connaît les noms, Ethiopian Airlines, EcoBank, qui se sont construit leur place dans l'économie mondiale. Donc, la future zone qui était en train d'être construite, est toujours en train de construire de libre-échange, c'était reconnaître qu'il y avait des capacités endogènes de croissance et qu'on pouvait y investir.
Alors, si ça c'était la situation, est-ce qu'il y avait des problèmes? Bien évidemment, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes à suivre un chemin de développement cohérent. Et en Afrique aussi. Donc, ces problèmes s'est posé à différents niveaux. C'était des goulots d'étranglement qui demandaient du financement et des politiques d'investissement. Dans ce contexte, quoi faire? Carlos, il nous l'a rappelé, l'augmentation de la dette était reliée à une nécessité d'investissement. Il y a là-dessus eu aussi des efforts, au moins déclarés, d'une série de pays partenaires d'Afrique, sont bien évidemment les pays européens, qui ont en partie modifié leur politique de coopération. Aujourd'hui, on ne dit plus coopération, on dit partenariat, ça veut dire quelque chose, et qu'ils ont aussi décidé d'investir pour soutenir les investissements du secteur privé en réduisant le risque. Ces politiques sont sur place, est-ce qu'elles sont utilisées complètement? Pas exactement. Il y a eu d'autres acteurs, comme la Chine, qui a été évoquée avec la One Belt, One Road. La décision d'investir 60 milliards en Afrique avait été suivie par une décision similaire des États-Unis de faire donc des investissements significatifs dans le continent. À cela, on peut rajouter la Turquie et d'autres pays qui sont des partenaires importants. Mais tout cela, ça se fait dans une certaine concurrence. Il serait important de trouver une façon pour qu'il y ait coordination dans un effort qui est significatif, pas seulement pour l'Afrique, pour tout le monde. Ça venait d'où, avant la crise de Covid, les éléments de croissance mondiale? Ça venait pas des pays OCDE. Dans les premières 20 années de ce millénium, la croissance moyenne était de 1,8. Avant la crise, on voyait déjà des forts signes de déclin dans les pays OCDE. Donc, ça venait des pays émergents, des pays comme l'Afrique. Leur croissance était une bonne chose pour tout le monde. Alors, cette coordination était et reste indispensable pour avoir un partenaire dans le chemin de la croissance et du développement qui est de valeur. Deuxième point. Arrive le Covid. Et qu'est-ce qui se passe avec le Covid? Nous, on a calculé quelque chose de bizarre, je vous dis tout de suite, que si en Afrique, on adopterait les mêmes mesures qui ont été suivies en Europe pour faire face au Covid, la dette augmenterait à peu près à 85%. Donc, ce n'est pas un chiffre énorme, c'est plus de ce qui existait avant la crise du Covid, bien évidemment, mais je ne suis pas sûr de ce chiffre, parce qu'il n'est pas dit que le Covid, qui est symétrique dans sa pénétration dans les pays, a eu un impact également symétrique. Je pense que l'impact va être asymétrique. Et donc, dans les pays africains, on verra des réactions différenciées et on va en tout cas observer de près ce qui se passera. Mais le point est qu'avec le Covid, il y a une série de mécanismes internationaux qui se transfèrent sur l'économie africaine. Vous avez évoqué, Christian, par exemple, la réduction du prix des ressources naturelles, surtout d'énergie, mais pas seulement. Une autre chose, c'est la réduction de la demande des pays partenaires de l'Afrique. Déjà avec le SARS en Afrique, en Chine, la consommation avait réduit de 3%. Probablement, la réduction aujourd'hui sera majeure. La demande s'est réduite, bien évidemment, en Europe et aux États-Unis. 3, le tourisme a pratiquement disparu. A disparu en Thaïlande, a disparu au Cap-Vert, aux îles Maurice et en beaucoup de localités en Afrique. Les remises des migrants, nous économistes, on pense qu'ils ne sont pas particulièrement significatives. Quand on regarde les flux internationaux qui vont vers l'Afrique, les remises des migrants sont à peu près du même volume que les investissements étrangers. On estime, la Banque mondiale, qu'il y aura une réduction du 20% des remises des migrants. Une série de pays ont commencé à demander aux migrants qui sont chez eux de rentrer dans leur pays d'origine. Et donc, bien évidemment, ça va couper à nouveau des sources importantes. Et le revenu des migrants qui restent dans les pays dépend beaucoup de la situation dans les pays en question. S'il y a un bon système de sécurité sociale, ils ont bénéficié aussi des mesures à l'œuvre. Mais s'il n'y a pas, ou s'ils sont dans l'économie informelle, qu'est-ce qui se passe? Réduction nette des remises qui vont vers les pays africains. Les investissements étrangers, l'UNCTAD prévoit, la CNUSED prévoit qu'il y aura une réduction entre 40 et 70%. Donc, c'est évident que le Covid amène dans une situation qui était avec du soleil et de l'ombre, un élément perturbateur majeur.
Comment réagir? Tout le monde, il a dit, la capacité fiscale des pays africains, qui est à peu près en moyenne de 17% du PIB, est faible. Évident qu'il faudra prévoir des réformes fiscales. Quand la situation elle sera résolue. Mais à présent, il faut intervenir en soutenant les pays africains vis-à-vis d'une dette qui n'est pas en partie due à eux, parce que tous les mécanismes que j'ai évoqués, c'était des facteurs externes. On ne peut pas pénaliser des pays parce qu'ils ont fait des politiques macroéconomiques folles. Ce n'est pas le cas. Ils se trouvent confrontés à une crise de la dette qui est due à des facteurs externes. Comment intervenir là-dessus? Vous l'avez dit, il y a beaucoup de novités par rapport au passé. On ne peut pas beaucoup s'inspirer, par exemple, aux années 2000. D'abord, il y a une quantité de créditeurs bien plus importante. La Chine, aujourd'hui, est un acteur majeur. Je veux rappeler que la Chine, à partir de 2009, devient le principal partenaire commercial de l'Afrique. Donc, la Chine est là. Il y a beaucoup de crédits privés. Et il y a des situations différenciées dans les pays africains. Donc, il faudra intervenir de façon également différenciée. Des pays à revenus moyens profitent surtout du crédit privé. Autres, ils doivent faire référence aux mécanismes traditionnels. Je pense que la solution, et je conclus, il faut la trouver au niveau aussi multilatéral. Je suis tout à fait d'accord avec Carlos. Les interventions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont importantes. Il faut les saluer, mais ne sont pas suffisantes. Donc, il faudra voir comment mettre en place autre solutions. À quoi je suis en train de penser? En partie, on pourra créer un fonds centralisé dans lequel les pays qui sont en dette vont être compensés pour leur dette qui est acquis, par exemple, par la Banque mondiale, pour faire un exemple. Mais il faudra aussi prévoir des mécanismes de vérification du risque des pays en développement. Ces mécanismes de vérification, je suis d'accord avec Carlos, sont indispensables parce qu'on surestime la dette et son impact sur les pays africains. Est-ce que l'Union africaine pourra donc vérifier avec des partenaires des mécanismes plus appropriés? Je le souhaite. Et si ce n'est pas faisable, réunions aussi d'autres efforts, d'autres organismes internationaux qui puissent aider dans cette direction. Voilà mes premières considérations. Merci beaucoup Mario, merci à vous trois. Je reprends la parole avec l'intention de faire la chose suivante. Il nous reste une petite demi-heure et j'ai vu arriver, heureusement, grâce à nos auditeurs, des questions qui vont relancer le débat autour de la table et avec Carlos qui n'est pas autour de la table mais qui l'est intellectuellement autour de la table. Alors, je vais poser un certain nombre de questions en mélangeant des questions qui sont apparues déjà dans le débat et les questions de nos auditeurs. Et je vous demanderai à chacun de vous trois, chacun d'entre vous, non pas de répondre à toutes les questions là-dedans, parce qu'on n'y arrivera pas, mais de choisir les questions sur lesquelles vous souhaitez insister. Alors voilà. Donc je répète, j'essaye de mélanger à la fois les questions qui sont déjà apparues et les questions posées par les auditeurs. Bon, ce que vous avez dit, il me semble tous les trois, mais là c'est pas une question, c'est plus une convergence qui me frappe, c'est que quand même beaucoup des sujets que nous abordons existaient avant la crise du Covid et certains ont été accentués en quelque sorte par la crise du Covid. Tout n'a pas commencé en mars, en février ou mars de cette année. J'allais dire, les sujets que nous abordons, ils sont bien antérieurs. Alors parmi les questions, si vous voulez, un peu dans le désordre, Carlos et Mario vient d'en reparler. Ce qui serait intéressant, c'est que, Carlos, vous avez dit au fond, les décisions du G20 de mars dernier, il y a 3 mois, qui donnent une sorte de moratoire de 12 mois à 40 pays africains, qui sont dispensés de remboursement de dette pendant une année. Vous avez dit, si je résume, c'est nécessaire et certainement pas suffisant. Et Mario vient de le retrouver en évoquant le fait que les organismes multilatéraux, FMI, Banque mondiale, pourraient aussi aider. Donc j'aimerais bien que vous reveniez un peu là-dessus. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'annulation de la dette,
Et est-ce que le rôle du Club de Paris pour la dette à l'égard des États souverains, ce qu'on appelle le Club de Rome pour la dette privée, je voudrais que vous disiez un mot. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre ici? C'est ma première question. Ma deuxième question, elle est posée par un de nos auditeurs. Et là, ça rejoint l'effet spécifique de la crise du Covid. Est-ce qu'à votre avis, la crise du Covid va retarder la possibilité pour les pays africains d'aller plus intensément sur le marché international des capitaux? Donc on retrouve le problème de l'appréciation du risque par les analystes, par les marchés, etc. Est-ce que le Covid freine l'entrée de ces pays africains, leur possibilité de taper, comme on dit, d'aller emprunter sur le marché international? Troisième question que vous avez abordée les uns les autres, vous avez dit, au fond, les marchés financiers, les analystes, on n'a pas cité les agences de rating, mais je les ajoute, les agences de rating font pas de cadeaux à nos amis africains, en surestimant le risque et en sous-estimant la note donc des pays africains. D'où vient cette manière de faire? Est-ce que c'est l'héritage de l'histoire? Est-ce que c'est des problèmes d'image? Est-ce que c'est une exagération des conséquences de la non-transparence, la corruption qui peut exister en Afrique, mais qui existe partout? La corruption, elle n'existe pas qu'en Afrique, elle existe partout. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des marchés, si je puis dire, dans la tête des analystes, dans la tête des agences de rating, pour avoir autant de mal à corriger l'image qu'ils ont des pays africains? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Quatrième remarque, un auditeur pose toutes les questions posées par les auditeurs sont bonnes, je ne peux pas toutes les prendre, on n'aura pas le temps, mais il y a une question qui est assez précise et qui est la chose suivante. Notre auditeur nous dit, au fond, faudrait-il réaliser aujourd'hui un audit sur la dette des pays africains? Et l'auditeur ajoute, un audit pour déterminer la partie illégitime. Bon, je mets illégitime entre guillemets, parce que c'est à définir ce qu'on appelle la partie légitime et la partie illégitime, et éventuellement annuler, on trouve le débat sur l'annulation, cette partie dite illégitime. Bon, cinquième, je crois, question. On a parlé les uns les autres du problème des marchés financiers. Vous avez parlé de la réforme fiscale comme une manière de mobiliser effectivement l'épargne domestique à travers les impôts et réduire les déficits budgétaires et derrière les dettes publiques. Ma question concrète que je posais d'emblée, et j'y reviens, il y a de l'épargne privée en Afrique. Il faut d'abord essayer de la retenir pour éviter qu'elle parte à New York, en Suisse, à Paris, à Francfort ou ailleurs. Donc il faut la retenir par des produits financiers attractifs, par une fiscalité attractive, par la sécurité. Les problèmes de réglementation bancaire et financière sont importants pour créer cette sécurité de l'épargne. Bon, quelles seraient, selon vous, les priorités pour desserrer un peu la contrainte de financement des pays africains en mobilisant plus et mieux l'épargne domestique, qu'elle soit formelle ou informelle, puisqu'il y a une partie importante de l'épargne qui est informelle dans ces pays, et donc réduire la nécessité de faire appel, par exemple, à de la dette extérieure. Il y a un arbitrage qui paraît assez simple entre l'épargne domestique et la dette extérieure. Là. Comment améliorer les termes de l'arbitrage? Bon, je termine par une autre question d'auditeur. Un auditeur nous dit la chose suivante, si les taux d'intérêt montent, et ils montent pour l'Afrique, l'Afrique, elle n'est pas dans les taux zéro, hein, à la différence de l'Europe, elle n'est pas dans les taux négatifs. Non. Bon, si les taux d'intérêt montent, nous dit cet auditeur,
Peut-être que ça va attirer plus de volonté d'investissement de la part de la Chine, même si la Chine, avec une croissance en 2020 de 1%, à mon avis, va être moins portée à aller vers l'Afrique quand elle avait 6% de croissance. Le ralentissement chinois va avoir évidemment des conséquences sur les relations entre la Chine et l'Afrique, mais l'auditeur dit, si les taux d'intérêt montent, la Chine sera plus présente. Comment faire en sorte que, pour freiner éventuellement des entrées excessives de la Chine, comment est-ce que les organismes multilatéraux peuvent jouer un rôle pour, j'allais dire, non pas éviter l'entrée de la Chine, mais pour la limiter. Voilà, je ne suis pas exhaustif, il nous reste 20 minutes et je voudrais que vous parliez. On revient vers Carlos, et Carlos, vous réagissez, si vous le souhaitez, sur les présentations de nos deux autres panélistes et sur les questions que je viens de poser. Vous avez la parole, il nous reste 20 minutes, disons 7 minutes chacun à peu près, 6-7 minutes chacun. Carlos, à vous. Très bien. Merci. Vous savez, depuis la crise financière de 2008-2009, on discute des questions de principe quand il s'agit de l'Afrique, mais on discute de valeurs absolues quand il s'agit d'autres régions du monde. Je m'explique. Pour ce qui est de la dette publique des pays de l'OCDE et des pays d'autres régions du monde est absolument surprenante. Elle dépasse de loin les 100% du PIB en ratio. Dans le cas du Japon, elle dépasse même 200%. Et donc, on estime que c'est gérable parce qu'on met de côté les principes qui sont considérés comme des principes de bonne gestion macroéconomique. Quand il s'agit de l'Afrique, on revient sur les principes encore une fois. Alors, la conséquence de ce type d'approche, c'est que nous sommes très limités en Afrique en termes de politique monétaire, ce qui ne nous permet pas de gérer la dette de la même façon que les autres régions du monde. Ce que font les autres régions du monde, c'est qu'ils ont des plans de relance. Ces plans de relance peuvent aller jusqu'à 7 ou 10% du PIB. Dans le cas du Japon, ça dépasse même 40% du PIB. Tandis qu'en Afrique, on ne peut pas vraiment le faire parce que la façon de le faire, c'est soit imprimer de la monnaie, et donc les agences de rating allaient considérer qu'on était des mauvais gestionnaires, et bien sûr, ils auraient raison jusqu'à un certain point parce que notre économie, elle est jugée en fonction des externalités, pas en fonction de son marché interne. Ce qui fait qu'avec tous les plans de relance que nous voyons actuellement autour de la planète, qui atteignent déjà 5 000 milliards de dollars, parler de la dette africaine de 360 milliards que vous avez dit, moi je préfère parler de l'ensemble de l'Afrique, 600 milliards de dollars, c'est vraiment ridicule. Mais c'est ce qu'on fait parce qu'on a 2 poids, 2 mesures. Ce que les agences de rating font, c'est de juger comme mauvaise politique macroéconomique toute limitation de transfert de capitaux, donc les aspects externes de notre économie. Ce qui fait que, par exemple, pour vous donner juste une illustration exemplaire, la plus grande entreprise d'Afrique, Naspers, qui est basée ici à Cape Town, peut transférer de la bourse de Johannesburg vers la bourse d'Amsterdam, comme elle l'a fait il y a 5 mois, 120 milliards de dollars de capitaux, parce qu'il y a des meilleures conditions en Hollande qu'en Afrique du Sud. Et l'explication qui est donnée pour que l'Afrique du Sud n'empêche pas une telle démarche, c'est parce que les agences de rating allaient la punir et l'ont fait de toutes les façons. Donc vous voyez, nous sommes vraiment entre deux feux. La difficulté de pouvoir avoir une vraie politique monétaire avec une certaine indépendance, avec la possibilité par exemple de gérer des crises comme celles que nous vivons, avec des plans de relance, etc. Et en même temps, disons, punis pour être des bons élèves, donc de suivre
le mantra macroéconomique qui nous est imposé. Alors, quelle serait la solution pour aller juste sur la solution? La solution, c'est de traiter les trois aspects de la dette d'une façon un peu différente. Nous avons la dette auprès des institutions financières internationales qui est concessionnelle, qui pourrait faire objet, disons, d'un traitement de faveur un peu plus poussé que celui proposé par les G20. Ça nous aiderait bien sûr, mais ça ne suffirait pas parce que ce qu'il faut, c'est de la liquidité. Et pour avoir de la liquidité, il faut compter sur un changement du comportement du FMI. Sans changer les règles du FMI, il est possible d'augmenter les déboursements ou d'augmenter les quotas des pays ou de toucher aux droits de tirage spéciaux. Dans chacune de ces trois possibilités, il faut une majorité de conseils d'administration qui approuve de telles démarches, comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant la crise 2008-2009 pour un certain nombre de pays européens comme le Portugal, Chypre, Grèce, etc. On considérait à l'époque que c'était des conditions exceptionnelles. Mais nous vivons une époque exceptionnelle. Et comme Mario l'a très bien expliqué, les facteurs qui empêchent l'Afrique de tourner en rond sont exogènes à ce moment. C'est même pas la crise sanitaire qu'en Afrique n'a pas atteint les proportions des autres régions du monde. C'est bien les facteurs exogènes. Et donc, ce traitement serait tout à fait recommandable et justifié. Et je dois dire que le langage de la direction du FMI va dans cette direction. Ce sont plutôt certains pays qui sont vraiment dans un jeu périlleux de vouloir appliquer des principes à des pays africains qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes. La deuxième tranche de dette, c'est la dette bilatérale. Donc là, je pense que les pays peuvent vraiment faire un geste de pouvoir pardonner une bonne partie de cette dette, surtout pour les pays les plus fragiles. Et puis nous avons la dette commerciale qui est la plus problématique. La dette commerciale, bien sûr, nous n'allons pas demander au secteur privé de ne pas vouloir faire du profit avec ce qu'ils ont pu donner comme prêt. Mais nous pouvons créer un véhicule spécial, comme cela a été fait dans plusieurs circonstances avant, qui va acheter cette dette qui est actuellement autour de 5 à 7% de taux d'intérêt et qui pourrait la convertir vers 1 et 2%, ce qui est tout à fait envisageable si nous avons les garanties de certains nombres de banques puissantes, banques centrales puissantes, comme la Banque centrale européenne, par exemple. Ou si ce n'est pas le cas de la Banque centrale européenne, un certain nombre de pays européens pourraient donner cette garantie. Donc, et je pense que les pays bénéficieraient parce que ça sortirait l'Afrique d'affaires sans qu'ils aient vraiment à débourser directement de l'argent, parce que ce qu'on allait faire, c'est une renégociation qui serait très intéressante pour le secteur privé, puisqu'il y aurait des garanties de triple A qu'ils n'ont pas souvent dans les prêts qu'ils donnent aux pays africains qui n'ont pas ce genre de notation. Donc, je pense que nous avons les solutions en main, mais ce dont on parle actuellement est vraiment ridicule en termes de montant. L'ensemble des obligations de cette année tourne autour de 44 milliards de dollars. 44 milliards de dollars, c'est à peu près 3 semaines du plan de relance du Japon, aux 4 semaines du plan de relance des États-Unis. Donc, nous sommes vraiment en train de parler de montants qui sont très, très minimes par rapport à la compensation que cela pourrait donner à l'équilibre mondial, puisque beaucoup de conflits peuvent surgir comme résultat de la pandémie. Et finalement, un mot sur la Chine, l'ensemble des investissements et des prêts chinois en Afrique représente la même quantité de ce qu'ils consacrent au Pakistan, c'est-à-dire à peu près 4% de leur investissement à l'étranger. Donc, c'est vraiment des montants pour la Chine aussi très, très réduits.
Et donc, pour des raisons de géopolitique et autres, je ne pense pas que la Chine va complètement réduire son élan en Afrique parce que les coûts sont vraiment minimes et les compensations très fortes. Merci beaucoup, Carlos. Je regarde l'horaire. Il nous reste 10 minutes pour vous deux, 5 minutes chacun. Mario et puis l'ambassadeur aura le dernier mot. OK. Moi, je suis entièrement d'accord avec Carlos. Donc, je laisserai cette série de questions qui concernaient la gestion de la dette à présent. Mais il y avait une série d'autres questions qui étaient plutôt vers la réforme fiscale, le rôle que la Chine et autres peuvent jouer et tout ça. Alors, permettez-moi d'utiliser très peu de minutes pour dire la chose suivante. La situation globale, même avant le Covid, était une situation dans laquelle on prévoyait 2,9 de croissance en 2019, c'est-à-dire très faible la croissance, et en plus une augmentation du commerce international seulement de 0,7%. Donc, grosso modo, il n'y avait pas augmentation du commerce. Dans ces conditions, penser que le développement vient de l'ouverture des portes et des mécanismes de marché qui permet d'investir et de spéculer sur les ressources existantes, bien évidemment, n'est pas crédible. L'Afrique, comme autres pays en développement, elle est confrontée à la nécessité de construire ses actifs, ses assets, ses avantages comparatifs spécifiques. Et pour le faire, sont nécessaires une série d'actions. Le premier objectif de l'Union africaine est la transformation productive. Donc, il faut mettre en place investissement, politique industrielle, politique d'infrastructure. Donc, la question à ce moment devient où est-ce qu'on va chercher l'argent? Il ne faut pas la confondre avec le problème de la dette reliée au Covid. Parce que si on la confond, le risque est qu'on arrive à des politiques anticycliques trop tôt et on risque d'étouffer les éléments de croissance qui existaient déjà. Si on la voit dans le moyen et dans le long terme, ce questionnement prend un sens. C'est évident que dans le moyen et dans le long terme, il faudra prévoir des réformes fiscales. C'est évident donc que dans le moyen et long terme, les organismes internationaux, l'Union africaine, elle pourra aider dans un effort de réformes fiscales appropriées. Parce que le problème n'est pas seulement le volume des revenus fiscaux, c'est aussi avec quel outil on extrait ces ressources fiscales en Afrique. Mais restera quand même la nécessité d'un travail sérieux avec les partenaires internationaux, par exemple dans le domaine des infrastructures. L'ambassadeur du Japon nous a rappelé les tendances qui ont apparu à Tokyo dans la dernière TICAD. Il y a d'autres pays partenaires que j'évoquais dans le passé. Le problème est qu'il faut faire en sorte que ces investissements ils soient les plus efficaces possibles. Et pour le faire, ça ne suffit pas seulement de faire des infrastructures, mais des infrastructures de qualité. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des processus qui permettent donc que réformes fiscales et investissements appropriés consolident les capacités déjà apparues en Afrique? Bon, là, je pense que la coopération internationale peut aider, que le NEPAD et des mécanismes internes à l'Union africaine peuvent continuer un travail qu'ils avaient commencé, mais qu'il faut continuer. Et donc, il y a de sérieuses possibilités dans ce sens. Je ne vois pas pourquoi il faut démoniser la Chine ou l'investissement américain ou l'investissement japonais ou européen. Le problème n'est pas là. Le problème est comment faire en sorte que cet investissement il soit le plus efficace possible. Dans quelle mesure on définit des procédures, des standards, des mécanismes d'évaluation aussi qui soient efficaces et conduits par les institutions africaines. Ça, pour moi, c'est la question principale. Merci beaucoup. Ça rejoint une parenthèse. Donc, je donne la parole à l'ambassadeur. Il y avait une question d'éditeur qui rejoint Mario, ce que vous venez de dire.
notre auditeur disait au fond, à quoi sert la dette? Si elle sert à importer des biens de consommation, c'est pas tout à fait la même chose que si elle sert à financer de l'investissement. Si, mais il faut considérer le fait que dans ce moment d'émergence, la dette sert à faire en sorte que les pays africains ne destinent pas les maigres ressources qu'ils ont pour payer l'intérêt sur la dette, Oui, en lieu de faire les investissements sanitaires indispensables, comme nous tous on a fait. oui, tout à fait. Sortir des cercles vicieux de la dette Oui. et des charges d'intérêt. Monsieur l'ambassadeur, vous avez les dernières minutes. Ok. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Mario a bien dit. C'est investissement. Ce n'est pas la question de dette. Comment on investit? Carlos a mentionné que le Japon est sous-debté à plus de 200% de PIB. C'est catastrophe, c'est un pays de faillite. Non, c'est pas. Bien sûr, il y a la question spécifique, taux d'intérêt plus bas, très bas, même négatif. Donc, ça pas du tout la question de l'euro de tâche pour la génération future. Mais ce qui est important, c'est de l'argent, le fonds a été utilisé pour investissement. Donc, c'est la confiance pour cette utilisation de fonds. C'est pour cela qu'on fait l'empreinte. Et aussi, c'est très important que vous avez évoqué, Christian, l'importance de épargne, de la mobilisation de épargne domestique. Eh ben, je vous dis que l'Afrique, ce n'est pas le continent pauvre, c'est un continent très riche. Non seulement la vaste terrain, mais aussi il y a beaucoup de terrains cultivables, et puis ressources naturelles et ressources humaines. Donc il y a beaucoup plein de l'avenir. Mais pourquoi l'Afrique n'est pas bien développée? Et donc, pour moi, c'est la question de comment mobiliser la potentialité ou la ressource intérieure de l'Afrique. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le système est très rigide. Et il y a la question de régulation, gouvernance, confiance, fraude, prédictabilité, etc. Donc, aux surfaces, l'Afrique est considérée comme un très risqué pour les financiers extérieurs, mais enfin, ça vaut investir. Donc, il faut mobiliser ressources intérieures, c'est très important. Il y avait une question, il nous reste 2-3 minutes, que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, d'un auditeur à propos des matières premières, qu'on a été plusieurs à évoquer autour de la table. Et la question est, comment les pays africains peuvent-ils se prémunir contre l'évolution défavorable des matières premières? Alors, il y a tous les aspects couverture possible sur ce qu'on appelle les marchés dérivés, mais est-ce que vous voyez d'autres solutions? Parce que en ce moment, avec la récession, la baisse des prix des matières premières, il y a quand même un certain nombre de pays africains qui sont sur le fil du rasoir. Est-ce que Carlos ou vous-même, vous voulez... Si vous me permettez, moi, je ne sais pas, sûrement Carlos a des choses à dire là-dessus, mais c'est évident que les ressources naturelles en Afrique sont un avantage comparatif. Si vous prenez combien est investi en exploration des mines en Australie, c'est à peu près $60 par kilomètre carré. En Afrique, c'est $5. Donc, bien sûr, beaucoup plus peut être fait. Mais le problème, c'est exactement un autre. C'est ce qu'on appelle le malaise hollandais. Oui. C'est la spécialisation, ou mieux dire la dépendance des ressources naturelles. La non-diversification. La non-diversification. Donc, le problème est comment est-ce qu'on peut construire des autres avantages comparatifs en Afrique. Et pour le faire, les mécanismes des marchés n'aident pas. Parce que qui doit investir quand il y a déjà une spécialisation dans le secteur ne fait qu'insister dans le même secteur. Toute l'économie, ça s'est structuré là-dessus. Donc, il faut des politiques, il faut des investissements, il faut des critères de diversification à mettre en place. Et c'est l'objectif de l'Union africaine. Alors, je dirais, ça, c'est le problème de beaucoup de pays africains qui sont un peu monoproduction. C'est aussi le problème d'un pays comme la Russie. Excusez-moi cette comparaison. En Amérique latine aussi, vous voilà. beaucoup. Carlos, peut-être sur les matières premières, vous avez quelque chose à dire? Un mot rapide, juste pour confirmer ce qu'a dit Mario et peut-être ajouter, il y a un aspect qui, à mon avis,
il faut mentionner, parce que c'est par rapport à notre discussion, les agences de rating s'occupent du conjoncturel, jamais du structurel. Et changer la dépendance des matières premières non transformées est un problème structurel. Et donc, si nous allons être notés en fonction d'une bonne politique, une bonne gestion, parce que nous devons faire tous les équilibres, etc., y inclut ceux que les agences de notation aiment, nous n'allons jamais avoir les investissements nécessaires pour vraiment utiliser les matières premières pour la transformation. Et c'est la transformation qui nous permet une industrialisation et qui nous permet la création d'emplois. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette bonne discussion grâce à vous tous. Merci à vous trois, les panélistes. Merci à nos auditeurs, à nos fidèles auditeurs. Merci aux questions qui sont arrivées jusqu'à ma tablette. Et donc, merci d'avoir suivi cette session qui est non pas la dernière des 20e rencontres, mais la dernière, je crois, de cette journée, de vendredi, première journée de nos 3 jours du Cercle à Paris. Voilà. Merci à vous tous. Merci et bonsoir. Merci, bonsoir. bonsoir.